À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, une nouvelle nuit d'affrontement entre l'Iran et les États-Unis dans la région du détroit d'Ormuz. Oui, une nuit de confrontation, Ilana, au cours de laquelle les forces américaines ont bombardé des dizaines de cibles en Iran. C'est la troisième nuit consécutive que cette confrontation se poursuit. Les forces militaires iraniennes, elles, ont attaqué 2 pétroliers des Émirats arabes unis qui tentaient de passer par le détroit d'Ormuz. L'attaque a fait 1 mort apparemment. Et donc, en représailles, les Américains ont bombardé des positions iraniennes. Et puis ces attaques font suite aux déclarations du président Donald Trump qui a officiellement annoncé au Congrès, Daniel, que les combats contre l'Iran avaient repris depuis mercredi dernier. Oui, le président a même annoncé que les États-Unis prenaient le contrôle du détroit d'Ormuz. Il a promis que l'armée américaine allait frapper massivement des cibles iraniennes et a souligné qu'il était parvenu à la conclusion que pour les Iraniens, les accords sont destinés avant tout à être violés. Cependant, durant la nuit dernière, le président américain a nuancé quelque peu ses propos en affirmant que la porte de la négociation n'était pas encore fermée pour lui. Hier, je vous rappelle que le président américain avait annoncé sa décision de reprendre le blocus des ports iraniens. Et à propos des relations qu'il entretient avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le président américain a également déclaré « Non, je n'ai jamais précipité Benyamin Netanyahou sous un autobus, comme certains l'ont prétendu. Il fait du bon boulot. Sans nous deux, l'État d'Israël n'existerait pas. » Fin de citation. Et dans ce contexte, Israël est toujours en dehors de cette confrontation, justement. Oui, mais les Israéliens sont tout de même impliqués en coulisses, en particulier avec la présence en Israël de nombreux avions cargo américains qui acheminent du matériel militaire. Et puis Tsahal est également en étroite coordination avec la CENTCOM sur le plan des renseignements militaires que les Israéliens fournissent aux Américains. Côté israélien, on estime que l'Iran évitera de lancer des missiles en direction du territoire israélien, car cela ferait le jeu d'Israël et des Israéliens qui voudraient reprendre la confrontation avec le régime des Mollahs. Et puis dans ce contexte, les Saoudiens ont fait passer des messages au président Donald Trump à propos des accords d'Abraham. Oui, effectivement, les Saoudiens se disent prêts à rejoindre les accords d'Abraham, mais à 2 conditions. D'abord, que Benyamin Netanyahou ne soit plus le Premier ministre, c'est-à-dire après les prochaines élections en Israël, mais aussi que les démarches entreprises par le ministre de la Défense, Bezalel Smotrich, en Judée et en Samarie au cours des dernières années soient annulées. Il s'agit en particulier donc de la construction de plusieurs dizaines d'implantations et de quartiers de localités juives en Judée et Samarie. Cette seconde condition paraît totalement irréalisable. Il faut en marge souligner que le cessez-le-feu entre les Saoudiens et les Houthis est en péril après que les Houthis aient lancé des missiles balistiques en direction du territoire saoudien, des missiles qui ont tous été interceptés. Quant aux Houthis, ils ont accusé les Saoudiens d'avoir attaqué l'aéroport international de Sanaa. Politique intérieure à présent, avec la Knesset qui est en pleine effervescence avant sa dissolution. Vendredi, le Parlement fait voter une série de lois qui sont loin de faire l'unanimité. Oui, et la plus importante de ces lois a été votée hier à l'initiative des partis orthodoxes. 63 députés ont voté en faveur de la fameuse loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah, ce qui a suscité de très vives critiques dans les rangs de l'opposition. Mais les formations orthodoxes n'entendent pas s'arrêter là. Elles ont posé une sorte d'ultimatum au Premier ministre afin qu'une seconde loi, celle dispensant de poursuites judiciaires les déserteurs orthodoxes, soit votée dans les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, affirment les députés orthodoxes, ils promettent de ne pas soutenir des projets de loi qui sont chers au Likoud et que le Likoud voudrait faire voter. Mais là où le bal blesse, c'est que le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, lui-même a envoyé et publié hier une lettre adressée au Premier ministre lui indiquant qu'il n'était pas question que Tsahal détermine qui des élèves des yeshivot profitera de cette loi gelant les poursuites judiciaires contre les déserteurs. Nous ne pouvons pas d'un côté mobiliser des réservistes et de l'autre accorder des dispenses aux élèves des yeshivot, a écrit le général Eyal Zamir. Cette lettre a été très vivement dénoncée par le président de la commission de la défense de la Knesset, Boaz Bismuth. Et puis on a appris hier que l'ex-ambassadeur d'Israël à Singapour, Eli Vered-Hazan, était le nouveau président du Keren Hayesod. Oui, Eli Hazan va succéder à ce poste important à Sam Grunberg, qui a dirigé le Keren Hayesod pendant les 8 dernières années. Eli Vered-Hazan est un proche de Benyamin Netanyahou. On considère que sa nomination est une démarche visant à consolider les liens entre l'État d'Israël et les communautés juives de diaspora. Le Keren Hayesod s'est particulièrement distingué depuis le 7 octobre dans la collecte de fonds très importants destinés en partie à venir en aide aux familles déplacés à la suite des massacres et de la guerre dans le sud et dans le nord d'Israël.
Et puis on termine ce journal par 2 résultats sportifs importants. Oui, le premier se rapporte à la délégation des Olympes de France au 22e Maccabiade, qui est parrainé, vous le savez probablement, par Kalita et qui s'est classé très brillamment au 3e rang des médailles, derrière les intouchables israéliens et américains, avec une incroyable moisson de 17 médailles d'or, ce qui était tout à fait inattendu. Et puis à Wimbledon, il faut souligner la performance de l'Israélien Guy Sasson, qui a remporté le double en fauteuil roulant, et ce pour la seconde année consécutive. Kol hakavod. Page météo, pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera partiellement nuageux à ensoleillé avec des températures qui seront plus élevées qu'hier. 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv sur le littoral, 34 à Be'er-Sheva et 40 degrés à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve, Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Alors, comme on le voit à l'image, vous n'êtes pas avec votre uniforme de l'armée, vous n'êtes pas, dans le cas précis, porte-parole de Tsahal. On est rentré dans une sorte de rengaine. Peut-être que la guerre reprendra entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Et alors, vous reprendrez votre uniforme et votre bâton de pèlerin pour parler dans les médias. Mais là, dans le cas précis, c'est surtout en tant qu'observateur avisé, on va dire même, de la situation que je voudrais avoir votre avis. Vous avez publié un post dans lequel vous dessinez la réalité dans le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran, comme si d'une certaine manière il y avait en Iran 2 pouvoirs, un pouvoir qui est le pouvoir des méchants, c'est-à-dire des gardiens de la révolution, et un pouvoir qui est le pouvoir des modérés, entre guillemets, qui est le pouvoir politique avec Pezeshkian et Abakshi, qui serait donc Arakchi, pardon, qui serait donc, on va dire, les plus gentils, plus dociles, plus capables de négocier un accord. C'est pour vous une description tout à fait erronée de la réalité en Iran, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, ce que je dis et ce que je crois fondamentalement, c'est que le régime des mollahs, le régime des ayatollahs, le régime absolument iranien, est un régime qu'il faut absolument détruire, qu'il faut combattre. D'abord pour la paix dans la région. Tant que ce régime sera en place, il n'y aura pas la paix ici. Et également, et d'abord peut-être avant tout, pour le peuple iranien qui mérite de vivre enfin dans une Iran libérée de ce régime corrompu, ce régime de mort. Et ce que je veux dire en fait avec ce poste d'aujourd'hui, c'est que nous voyons dans la presse internationale, même israélienne d'ailleurs, mais surtout internationale, une description des attaques provenant donc de l'Iran contre les pays du Golfe et les Américains, provenant, je cite, des gardiens de la révolution, oui, mais pas du régime iranien tel quel, comme s'il y avait, si vous voulez, les gardiens de la révolution, une sorte d'entité indépendante qui fait ce qu'elle veut, et puis une autre entité qui serait donc, comme vous l'avez dit, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le président de l'Iran, qui seraient quelque part les gentils iraniens qui, eux, subiraient le coup des gardiens de la révolution. Sauf que tout le régime, depuis des années, depuis des dizaines d'années, est fondé, comme d'ailleurs l'est le Hamas ou le Hezbollah, avec une tête qui est une tête, je dirais, terroriste, violente et militaire, et une tête pseudo politique et civile. Mais les deux branches appartiennent à la même tête, de la pieuvre. Mmh. Et c'est une très grave erreur de penser que ceux qui sont, entre guillemets, les entités civiles sont les gentils et les autres sont les méchants. Ils sont tous reliés. D'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple qui n'est pas lié à l'Iran, mais qui est lié au Hezbollah. Si vous vous souvenez, Daniel, et vous êtes vous aussi un analyste avisé, un journaliste depuis des années qui couvre la région. Pendant des années, on avait donc Nasrallah, qui était le chef suprême du Hezbollah, à la fois au niveau militaire et à la fois au niveau politique. Et puis on avait le numéro 2, Naim Qassem, qui était vu et perçu comme une espèce de personne ingrate, un petit peu effacée, qui serait plus dans le domaine politique que dans le domaine militaire et terroriste. Or, nous voyons que dès que Nasrallah est éliminé, et après différentes tentatives de le remplacer, on a Naim Qassem qui est aujourd'hui en place, qui est peut-être à l'origine quelqu'un de moins, je dirais, charismatique. Oui, mais pas du tout moins violent, méchant, terroriste et dangereux.
Et donc, ces personnages-là, qui ne portent pas l'uniforme des gagnants de la Révolution, mais on les voit qui ont un double langage à chaque fois, et pour les Occidentaux, et pour les ennemis de l'Iran, et pour Israël évidemment, sont exactement, sinon plus, de la même manière dangereux, et eux aussi appartiennent au même régime. Donc ces gens-là, donc la tête militaire et la tête politique seront toujours à la tête de l'Iran avec cette idéologie de mort, et il n'y aura pas de possible paix et de règlement dans la région. Alors, mais en fait, Olivier, ce n'est pas le président Trump qui, d'une certaine manière, nous dirige vers cette voie-là, parce que lui-même, il a dit pour justifier, on va dire, l'arrêt des combats au moment où il a signé cet accord, hein, d'ailleurs à Versailles, ce qui laisse présager de l'issue peu heureuse de cet accord. Il a dit lui-même, il y a plus le même régime, comme si effectivement quelque part, même les Américains dialoguaient avec l'échelon politique et mettaient de côté, on va dire, la problématique, le radicalisme des gardiens de la Révolution et même celui du guide spirituel Murtaba Khamenei. Encore une fois, pour des raisons qui sont internes aux intérêts américains, et le président Trump est d'abord et avant tout quelqu'un qui s'occupe des intérêts américains, il y a une volonté en tout cas, de cesser donc les hostilités, on va dire, franches contre le régime des Mollahs et passer à une phase, on va dire, diplomatique. Effectivement, s'est mis en place une sorte de garde politique civile qui semblait en tout cas aux Américains et aux négociateurs américains, peut-être de manière naïve d'ailleurs, être la nouvelle forme du régime iranien. Or, après quelques semaines après la signature du MOU, du Memorandum of Understanding à Versailles, on voit bien que tout ça, c'est du vent. Et que les mêmes acteurs qui ont signé, soit n'ont pas la capacité de passer aux actes, soit ils sont en fait le masque, et un masque, je dirais, pas très masque en fait, d'un régime qui continue à vouloir attaquer ses ennemis, contrôler la région, vouloir commander de loin les Houthis, le Hezbollah au Liban et le Hamas et le Djihad islamique à Gaza entre autres. Donc tout ça réuni, nous nous rejoignons dans une situation où d'abord, ça serait peut-être bien et bon que quand on parle des attaques du régime iranien, on ne fasse pas une différence entre les gagnants de la révolution et ceux qui sont, entre guillemets, les civils, qui, je rappelle quand même, dans cette grande démocratie qui est la République islamique d'Iran, les élections sont truquées, tout ce régime est un régime dictatorial depuis des années, qui tient d'une main de fer une population qui a peur. Et lorsqu'on a vu, en janvier dernier, les soubresauts d'une révolte populaire, elle a été traitée de la manière la plus horrible, avec des dizaines de milliers de morts, par un régime qui n'a aucun problème à tuer sa population. Et cette même population a été assassinée par des gens qui aujourd'hui se veulent jouer, entre guillemets, la carte des gentils, comme on dirait dans un film américain, le bon flic et le mauvais flic. Vous voyez ce que je veux dire? Le mauvais flic, c'est les gagnants de la révolution, et le bon flic, c'est Arachi, le président du Parlement, et le président iranien qui à chaque fois joue une espèce de rôle je dirais de personnage politique pris au piège dans un régime compliqué, mais lui, il essaierait de sortir de tout ça. Tout ça, c'est un gigantesque, je dirais un immense pipeau. Et peut-être qu'aujourd'hui, Donald Trump, puisqu'il vient de prendre une décision, alors nous parlons depuis quelques heures, il a décidé de remettre en place le blocus maritime et de dire qu'il contrôle enfin, qu'il veut contrôler le détroit d'Ormuz. Je pense que peut-être que Donald Trump a essayé, d'ailleurs c'est tout à son honneur d'avoir voulu essayer quelque chose. La carte de la diplomatie. Les armes. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'on passe par la diplomatie et qu'on la tente et qu'elle échoue, on peut pas être critiqué de pas l'avoir essayé, cette carte. Donc, il a essayé, il a vraiment mis le paquet, comme on dit, il a envoyé des équipes de négociation, vous le savez. Il dit même que les Iraniens ont accepté, mais le soir même qu'ils ont accepté, ils ont tiré sur des bateaux commerçants dans le Golfe. Donc, tout ça réuni remet la réalité, je dirais, sur la table, c'est-à-dire un régime pourri, un régime dangereux,
un régime qui continue à vouloir contrôler par la force et son peuple et la région et jouer avec ce détroit d'Ormuz qu'il veut contrôler et même il veut même le racketter. Hein, c'est du racket. Mhm. Et certains pays ont peur de dire non parce que l'Iran est un pays immense, c'est 1,5 million de km², c'est près de 100 millions d'habitants. C'est une puissance, on l'a vu, mais c'est hors de question qu'il y ait un pays qui rackette les autres parce qu'il a le contrôle, entre guillemets, d'une région qui est sensible au niveau commercial. Alors, une dernière question, il nous reste 1 minute, Olivier. Vous ne faites pas partie donc de ceux qui pensent que ces affrontements, cette guerre latente entre les États-Unis et l'Iran va se poursuivre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'échéance des élections du midterm. Et puis ensuite, alors là, Trump tranchera et s'il est nécessaire, il attaquera massivement, y compris avec le soutien d'Israël. Encore une fois, c'est une question hypothétique, on ne va pas y répondre maintenant. Mais ce qui est clair, c'est que nous voyons aujourd'hui des déclarations iraniennes d'un pays qui se rend compte qu'il est peut-être pris à son propre piège. Et une Amérique de Donald Trump qui apparaît comme étant en aucun cas belliqueuse sans raison, mais en voulant dire aux Iraniens stop, on arrête ce jeu où vous jouez avec le commerce international, vous jouez avec le prix du pétrole, vous créez des combats, des conflits, vous créez la guerre. Et moi, président américain Donald Trump, je vous dis c'est fini. On arrête de jouer selon vos règles. Et ça, c'est un énorme changement qui peut arriver à aboutir soit à une reprise du conflit selon différentes manières, mais soit également à la fin du régime qui va peut-être être dos au mur et peut-être va produire une réaction également interne. Je pense que cette situation actuelle, et je me permettrai de finir par ça, Daniel, est peut-être la plus intéressante quant à une conclusion de ce régime de mort et à un changement possible, enfin, de régime en Iran. Eh bien, on aura effectivement l'occasion de voir comment les choses vont se décanter au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci beaucoup, colonel de réserve Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions avec autant de liberté d'une certaine manière, puisque vous n'êtes plus sous l'autorité du porte-parole de l'armée, ce qui vous donne une légitimité pour nous expliquer un peu cette situation complexe. Merci beaucoup de l'avoir fait. Bonne continuation, à bientôt, Olivier. Je voudrais juste ajouter un mot. Ah, un petit mot, oui. Important pour les Israéliens qui vous écoutent. Oui. Beaucoup de gens posent des questions sur la reprise peut-être possible de la guerre et Israël. Ce que je peux vous dire, et je le dis en tant que citoyen israélien, Israël n'a jamais été aussi fort et aussi prêt à toute éventualité. Et de toute manière, il y a une coordination parfaite entre les USA et Israël dans tous les domaines, évidemment dans le domaine sécuritaire et militaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui est revenu de Washington une très grande délégation de la marine israélienne qui était là-bas pour les 250 ans de l'indépendance américaine. Et tout ça réunit fait que je peux dire, en tant que citoyen, que j'ai entièrement confiance, et que nous devons avoir entièrement confiance dans l'État d'Israël et dans son armée face à toute possibilité de développement dans la région. Merci beaucoup encore une fois, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, Daniel. Et ce matin, les quotidiens israéliens se focalisent en manchette sur une lettre envoyée par le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, à l'échelon politique israélien. Cette lettre est adressée au Premier ministre Benyamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israël Katz et au président de la commission parlementaire de la Défense Boaz Bismuth. Le général Eyal Zamir leur demande instamment de retirer du projet de loi visant à geler les poursuites contre les déserteurs de service militaire une clause selon laquelle c'est à Tsahal de déterminer qui seront les élèves des yeshivot réfractaires qui pourront bénéficier d'une dispense de service militaire. Dans cette lettre, le général Eyal Zamir écrit « Il n'est pas possible que l'armée que je dirige, qui exige des soldats le sacrifice suprême, soit également celle qui, au même moment, distribue des dispenses de services militaires en quantité industrielle, sous-entendu donc, bien entendu, aux élèves orthodoxes. » Et cette démarche du chef d'état-major, qui est rarissime, il faut le souligner, intervient en perspective du vote de la loi gelant la procédure d'arrestation pour les déserteurs. Le Yediot Aharonot titre en manchette ce matin, dernier appel du chef d'état-major avec une copie de la lettre et une photo du général Eyal Zamir. En manchette, du Israël Hayom, le général Eyal Zamir affirme « Cette loi va provoquer une profonde fracture
interne au sein de la société israélienne. Elle va légitimer ceux qui refusent de servir dans Tsahal. Et selon les analystes du Israël Hayom, cette loi aura bien du mal à être votée, tandis que Naftali Bennett, de son côté, menace: lorsque nous serons élus, nous annulerons ces lois chaotiques. Dans le Yediot Aharonot, Nadav Eyal affirme que si cette loi sur le gel des poursuites contre les déserteurs est votée, des dizaines de milliers de réservistes et même les autres ne l'oublieront pas et ne manqueront pas de sanctionner le 27 octobre, date des prochaines élections, les auteurs de cette démarche. Et les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information mentionnent en parallèle le vote hier soir par la Knesset d'une autre loi qui fait polémique. Il s'agit de la loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah. Une loi qui a été votée hier en seconde et troisième lecture par 63 députés de la coalition et qui place les élèves des yeshivot qui étudient la Torah sur le même piédestal que les soldats qui combattent sur les champs de bataille. 52 députés ont voté contre cette loi, parmi lesquels Yuli Edelstein et Dan Ilouz, qui sont toujours de facto dans les rangs de la coalition gouvernementale. Le Israël Hayom considère que la loi va très vite arriver sur la table de la Cour suprême. Et le Yediot Aharonot donne ce matin la parole aux familles des réservistes du mouvement sioniste religieux qui ne cachent pas leur mécontentement. Un mécontentement dirigé en particulier vers les députés et ministres de la mouvement sioniste religieuse, en particulier de Bezalel Smotrich et de son parti, qui ont donc apporté leur soutien hier à la loi sur la centralité de la Torah. Nous sommes affectés au nom de la Torah de constater que nos élus choisissent en cette période de sanctifier une seule des 613 mitzvot au détriment de toutes les autres, affirme ce matin au Yediot Aharonot Ofra Lifshitz, dont le mari a effectué depuis le 7 octobre plus de 600 jours de milouim de réserve militaire. Et puis ce matin, la campagne électorale semble définitivement lancée avec les préparatifs au Likoud en vue de la présentation de la liste électorale du grand parti de droite. Les journaux et les sites d'information nous expliquent en effet que la commission des lois du Likoud a autorisé le Premier ministre à insérer dans cette liste électorale pas moins de 8 personnalités de son choix dans les 32 premières places éligibles de cette liste. Le Yediot Aharonot souligne que de facto, il ne restera plus que 6 places pour les ministres dans les 10 premières places de la liste électorale. Mais dans le Israël Hayom, on découvre au moins une partie des personnalités que le Premier ministre veut intégrer dans cette liste afin de la rendre plus attrayante. Il s'agit par exemple du général Gal Hirsch qui a dirigé le bureau des otages, de Talik Gvili, la mère du dernier otage assassiné Ran Gvili, et puis de Dubi Frances qui est un très célèbre homme d'affaires israélien. Et Sherit Avitan Cohen nous explique dans le Israël Hayom que Binyamin Netanyahu a l'intention d'expliquer à son tour la baisse de popularité du Likoud dans les sondages par la présence de députés qui sont pour le moins controversés tels que la célèbre Tali Gottlieb. Et en marge, dans le Israël Hayom de ce matin, un rapport qui pourrait avoir une importance majeure lors des prochaines élections. Il s'agit d'un rapport du Centre d'information de la Knesset qui affirme que l'État d'Israël se dirige vers les élections législatives sans être coordonné avec les technologies nouvelles de l'intelligence artificielle. Il faut préciser que ce rapport a été commandité par 2 députés de l'ex-parti travailliste Efrat Raïten et Naham Al-Azimi. Il a établi que la loi sur les élections ne faisait aucunement allusion à l'intelligence artificielle. Ainsi, rien n'empêche aujourd'hui un parti politique d'utiliser ces technologies lors de la campagne électorale, par exemple, afin de discréditer tel ou tel candidat, ou même de diffuser des fake news, de la désinformation. Et après cette longue page liée aux élections en Israël, la presse israélienne se penche également sur la tension dans le Golfe Persique qui ne cesse de grimper. Et le Israël Hayom cite en première page le président Trump qui a annoncé hier solennellement au Congrès que la guerre contre l'Iran avait repris et que l'armée américaine reprenait le blocus des ports iraniens. Une décision prise après que les Qataris aient levé leur opposition à ce sujet. Le Israël Hayom souligne que les pays du Golfe Persique ont décidé de se joindre aux États-Unis dans leurs attaques contre des bases iraniennes. Et en marge, le Israël Hayom publie une information importante. Les Saoudiens seront prêts à une normalisation avec Israël, mais à une condition sine qua non, que Binyamin Netanyahu ne soit plus Premier ministre. Et puis ce matin, le Maariv mentionne un développement qui se profile à l'horizon. Selon le Maariv, les obsèques du sénateur américain Lindsey Graham pourraient se transformer en un sommet politique entre Netanyahou et Donald Trump. Pour l'instant, aucune décision n'a été arrêtée, mais on envisage la tenue d'une telle rencontre. Le problème est que pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour les obsèques du sénateur et même la famille Graham n'a pas choisi le cadre de ces obsèques, à savoir s'il s'agira de funérailles nationales ou bien d'obsèques plus intimes. Et puis pour terminer, un mot de sport et une constatation, les quotidiens israéliens n'oublient pas que ce soir c'est la première demi-finale du mondial, une première finale entre la France et l'Espagne, et le Israël Hayom l'annonce en première page ce matin, une demi-finale qui est de facto une véritable finale entre l'équipe qui possède la meilleure attaque et celle qui possède la meilleure défense. C'est la fin de cette revue de la presse.
Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dominique Simonet. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, essayiste, géopolitologue, que vous avez publié récemment aux éditions de l'Observatoire Requiem pour le monde libre. Voilà. Avec, entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire. Voilà. Alors c'est important, et c'est justement de cela dont on voulait parler entre autres, c'est-à-dire de Trumpisme et des derniers développements sur le terrain. On voit que Donald Trump semble faire monter la tension, même si c'est aussi les Iraniens qui le suivent dans ce domaine. Il a décidé apparemment de bloquer à nouveau les ports iraniens. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on est dans un tourbillon qui va aboutir vers une reprise des combats, ou alors c'est une situation, on va dire, où de mi-guerre, mi-négociation, mi-diplomatie, mi-combat, dans lesquels, eh bien, finalement, on va évoluer pendant les prochains mois, au moins jusqu'aux élections du mid-term aux États-Unis? C'est une situation de perplexité pour Donald Trump. En fait, il a cru, je crois, même sincèrement, à des négociations. Un certain nombre de personnes, dont moi d'ailleurs, mais dont aussi un certain nombre de personnes de son entourage au Pentagone, ne pensaient qu'on ne pouvait pas faire confiance au Mollah et que toute négociation était vouée à l'échec. Et on l'a vu, ce protocole d'accord qui a été signé à Versailles est en fait une forme de capitulation des États-Unis face à des exigences absolument inacceptables du régime des gardiens de la Révolution. Et donc on a l'impression que maintenant, enfin, Trump a une forme de lucidité, qui se rend compte que cette voie-là ne peut pas aboutir parce que, en fait, bon, on est certains le répéter depuis longtemps sans être vraiment entendu, mais on ne négocie pas avec un régime fanatique. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, prêts à tuer leur jeunesse par dizaines de milliers, qui veulent anéantir Israël, qui veulent contrôler la région, qui ont un agenda de religieux fanatiques conquérants. Donc on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Donc peut-être que oui, pardon. Et si peut-être Donald Trump finalement avait changé son fusil d'épaule et qu'il avait constaté que la popularité des États-Unis était en berne depuis qu'il avait choisi la voie de la négociation, qu'il était très critiqué pour ses volte-face et que finalement, eh bien, on va dire peut-être que l'aile conservatrice, Marco Rubio et peut-être d'autres l'ont persuadé de revenir sur la voie de la confrontation. Oui, c'est juste. Mais en fait, bon, ces volte-face en même temps, c'est vrai que ça c'est très déstabilisant, mais c'était une manière en même de maintenir une forme de stabilité dans une instabilité relative. C'est-à-dire, bon, ne serait-ce que pour les marchés, hein, de recalmer le jeu, de dire on va négocier, ça fait remonter les marchés, etc. Donc il y avait aussi une forme de stratégie au coup par coup qui était la sienne. Simplement, il voulait au départ faire un coup spectaculaire en Iran, un peu comme le Venezuela. Simplement, ça ne marche pas comme ça avec ce régime-là. Et très vite, il y a eu cette idée qu'on ne pouvait pas vraiment s'en sortir de la même manière. Donc, négocier, et plus les semaines ont avancé, plus Donald Trump a lâché du lest et cherché une victoire, quitte à se l'inventer, cette victoire. Donc, on a vu qu'il a cédé sur les missiles balistiques. Il n'en est plus question dans le protocole d'accord, par exemple. Il a cédé sur les proxys et sur le nucléaire. Une vague promesse des mollahs lui aurait suffi pour dire aux Américains, regardez, on a gagné et on termine cette guerre. Sauf que ça ne marche pas non plus. Ça ne marche même pas non plus. Donc là, il est vraiment très embêté. Vous avez raison de souligner qu'il y a aussi des enjeux de politique intérieure. Il y a les midterms qui arrivent. Il y a une opposition maintenant qui se dessine au sein des élus républicains. Et il y a l'opinion américaine qui est à 56% à peu près défavorable à cette guerre et qui voudrait en finir. Donc voilà, il est un peu coincé, et on voit que les intérêts des États-Unis et les intérêts d'Israël
divergent. Tant que Donald Trump avait les mêmes intérêts qu'Israël, ça allait très très bien, tout le monde était content. Il allait étendre les accords d'Abraham. Il faut souligner, il a quand même aussi permis de libérer les otages, ce qui n'est pas rien. Mais ensuite, quand les intérêts des États-Unis et les intérêts de Donald Trump divergent, là, on voit qu'ils s'éloignent. Oui. D'Israël. Et ce sont pas les mêmes intérêts stratégiques. Et puis il y a les alliés aussi, on n'en parle pas tellement, mais les alliés du Golfe Persique, les pays comme les Émirats, comme le Koweït, comme le Bahreïn, qui sont ces derniers jours la cible des Iraniens, ils doivent commencer à tirer la sonnette d'alarme et dire à quoi ça sert d'être allié des États-Unis aussi peut-être dans ce contexte. Exactement. D'autant plus qu'il y a aussi des bases américaines. Il faut pas. Ben oui, c'est ça, les bases américaines sur place. Et il y a une autre inquiétude là ces jours-ci, c'est après le sommet d'Ankara, on voit que Washington se rapproche un peu de la Turquie, ce qui doit inquiéter Israël d'ailleurs, oui. et avec même des éventuels des F-35. Le F-35. Donc tout ça laisse penser à une inflexion des alliances. Le problème, c'est que Donald Trump est là, c'est quand même le président d'une grande démocratie, mais il n'est pas très fiable avec ses alliés. Et on le voit avec les alliés européens, avec l'OTAN, c'est tout juste. L'alliance transatlantique tient, mais on ne fait pas totalement confiance à Donald Trump. Et en Israël, on se rend compte aussi que maintenant, peut-être, il ne faut pas non plus lui faire trop confiance. Oui. Est-ce que par exemple la disparition subite de Lindsey Graham, qui était très proche d'Israël et aussi on va dire proche du président Trump, c'est un handicap, c'est-à-dire ça peut poser un problème, c'est-à-dire le fait que un homme comme ça qui avait l'oreille attentive du président américain ne soit plus là, ça peut porter tort à Israël aussi. Oui, parce qu'il y a un rapport de force important maintenant à Washington, justement sur ce dossier, d'autant plus que la guerre en Iran est devenue un enjeu important pour les élections législatives, les midterms. Il n'y a pas que les législatives, les élections de gouverneurs, ça. Et on voit d'une manière assez effrayante que du côté des démocrates américains, Israël devient un enjeu électoral, ou plutôt être contre Israël. On le voit dans toute les candidats aux primaires démocrates qui ont été promus par Zoran Mamdani, par exemple. Et donc il y a de l'autre côté, à gauche, vraiment un antisionisme qui est le mot élégant pour dire souvent antisémitisme, soyons clairs, un antisionisme qui se revendique et qui devient un argument de campagne. Donc les enjeux maintenant deviennent très très importants et il y a aussi l'enjeu militaire. On ne peut pas laisser non plus des groupes aéronavals en permanence comme ils le sont dans la région. La guerre coûte cher, mais bon, vous en parliez avec Olivier Rafovitch. Il y a une personne ne peut dire aujourd'hui comment cela peut évoluer, mais il y a deux impasses. Il y a un enlisement avec une succession de frappes, de cessez-le-feu, de frappes. Il peut y avoir aussi un engagement plus fort si jamais il y avait, par exemple, des morts américains. Mais encore une fois, ce que je tiens à souligner, c'est que hélas, c'est ce qu'on craignait, c'est ce qu'on prévoyait. Même il y a une divergence d'intérêts stratégiques avec Israël. Et Israël doit maintenant, bon, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont lâcher Israël. Il y a beaucoup les deux ont besoin de l'autre, ça c'est évident. Mais malgré tout, il y a quand même de la part d'Israël un certain nombre de décisions à prendre, comme le font les Européens d'ailleurs, en se disant attention, les Américains sont nos alliés, mais on peut pas compter sur eux surtout. Alors justement, je vais rebondir avec ma dernière question sur l'Union européenne qui s'est réunie hier, et en fait ce sont les pays donateurs à l'autorité palestinienne qui se sont réunis hier à Bruxelles et qui ont débloqué près d'$1 milliard pour la reconstruction de la bande de Gaza. Il y a toujours beaucoup de générosité de la part de l'Union européenne, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, envoyer $1 milliard dans la bande de Gaza sans un contrôle, on va dire, assidu, c'est pas prendre, d'une certaine manière, renforcer le Hamas, ou en tout cas ce qui reste du Hamas dans ce qui reste de la bande de Gaza aujourd'hui?
Écoutez, c'est bien possible parce que qui dirige Gaza actuellement, bon, c'est vrai que les Européens et Emmanuel Macron essayent de s'appuyer sur une idée d'une autorité renouvelée avec sur la base de l'autorité palestinienne. Mais est-ce que c'est quelque chose de solide? Est-ce que c'est la réalité? Et est-ce que le Hamas le laissera s'installer aussi? Exactement. On sait que le Hamas essaye de reconstituer ses forces. Donc bon, oui, vous avez raison, il y a une forme de générosité. C'est bien de penser à la reconstruction de Gaza et d'essayer d'aider les Palestiniens qui sont quand même dans une situation délicate, mais on pourrait aussi attendre de la part des Européens un rapprochement, en tout cas des paroles aussi à l'égard d'Israël, qui soient pas simplement des proclamations antisionistes pour faire avancer les agendas électoraux de la gauche. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt. L'ONU vient de publier son tout premier rapport scientifique sur l'intelligence artificielle. 40 experts, 5 continents, des mois de travail. Et vous savez ce qu'ils disent sur l'emploi ? Pas ce qu'on vous raconte. On vous répète que l'intelligence artificielle va détruire votre poste, que c'est mathématique inévitable. Eh bien non. Les scientifiques de l'ONU disent autre chose. Rien n'est écrit. Tout dépend des choix que nous faisons. La preuve par les chiffres. Aux États-Unis, les jeunes de 22 à 25 ans, dans les métiers exposés à l'IA, ont vu l'emploi reculer de 15%. Au Danemark, même technologie, mêmes outils, effet quasi nul sur l'emploi et les salaires. La même IA, 2 résultats opposés. La différence, ce n'est pas la machine, c'est la stratégie autour de la machine. Et il y a ce chiffre magnifique dans ce rapport. 60% des emplois d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. 6 emplois sur 10 ont été inventés. Chaque révolution technologique a détruit des tâches et créé des métiers que personne n'imaginait jusqu'à présent. Mais, et c'est la condition que pose l'ONU, à condition d'investir dans les compétences, dans la formation, dans la réorganisation du travail. Sans cet investissement, l'IA remplace définitivement avec elle l'élève. Donc vous voulez voir ce que ça donne quand un pays fait ce choix? Regardez Israël, un pays sans pétrole, sans matières premières, entouré de menaces, qui a décidé il y a longtemps que sa seule ressource, c'était le cerveau de ses habitants. Le résultat, vous le connaissez, c'est la Startup Nation, l'une des plus grandes densités d'ingénieurs et de chercheurs au monde. Face à cette rupture technologique, la même réponse. On ne subit pas, on forme, on adapte, on invente. Ce n'est pas de la magie, c'est une décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous concrètement? Si vous êtes salarié, ne demandez pas si l'IA va prendre votre poste. Demandez-vous quelle partie de votre métier elle peut absorber et quelle partie de votre valeur elle va libérer. Formez-vous maintenant, pas quand ce sera obligatoire. Et si vous êtes dirigeant, par contre, le rapport de l'ONU est clair. La technologie seule ne produit rien. L'électricité a mis des décennies à rendre les usines plus productives parce qu'il a fallu repenser ces mêmes usines. C'est pareil aujourd'hui. Acheter des licences d'IA sans former vos équipes, c'est comme acheter un piano sans apprendre le solfège. Donc la vraie question de la décennie n'est pas l'IA ou les humains. C'est est-ce qu'on choisit le chemin américain des jeunes qu'on sacrifie ou le chemin de ceux qui investissent dans leur choix? L'ONU a posé le diagnostic, le choix, lui, maintenant, vous appartient. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Ayoun. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tout auréolé de votre succès, de votre médaille d'or dans le tournoi de tennis pour les plus de 35 ans ou 35 ans 30 ans 35 ans. 35 ans. Alors 35 ans, une belle victoire, une médaille d'or. Vous qui êtes arrivé en Israël il y a à peine 1 an, c'est déjà un beau succès, une belle performance. D'abord, premièrement, comment on atteint un tel niveau? D'où vous venez, vous, en termes de tennis? Alors moi, j'ai commencé le tennis à l'âge de 7 ans. J'ai été poussé très fortement par mes parents. Mon père m'a beaucoup poussé. Il a fait en sorte que j'ai tout ce qu'il faut pour progresser et j'ai été dans les 30 meilleurs juniors français et j'ai au même moment, donc c'était l'équivalent j'étais dans le top 300, top 400 français plus jeune et donc je joue encore au tennis, j'essaie encore de jouer, de faire des compétitions, des tournois, même si c'est difficile et donc hier
s'est complété par une victoire au Maccabiades. Alors ça, c'était le premier tournoi que vous meniez en Israël, ou il y a déjà eu... Non, j'ai déjà joué quelques tournois en Israël, j'ai déjà joué des tournois à plus de 35 ans, j'en ai gagné un à Tel Aviv, et j'ai fait 2 tournois Open dans lesquels j'ai été soit en demi-finale, soit en finale, donc avec des joueurs plus jeunes. Donc je joue encore, je suis encore compétitif, et j'essaye de continuer à jouer parce que j'aime ça, et j'aime aussi que voilà, mon père et mes parents sont venus pour l'événement. Il y avait ma femme et un de mes fils qui étaient là hier, donc c'est toujours un plaisir de jouer devant eux. Alors, il faut expliquer que en fait, vous avez fait votre Aliyah il y a 1 an à peine, c'est ça? C'est ça. On est arrivé le 23 juillet, donc ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an qu'on est là. Donc on est arrivé avec ma femme et mes 2 enfants en Israël, donc c'est gros changement de vie. Comment vous avez pris cette décision de venir vous installer ici? La décision, alors c'est plutôt ma femme. Donc c'est ma femme qui a toujours eu l'envie de faire l'Aliyah. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans, et au bout de quelques mois, elle m'a dit un jour je veux qu'on parte en Israël. J'ai ce projet-là, donc dès que je finis mes études, on s'en va et puis on part en Israël. Donc elle a fini ses études l'année dernière en mai, et on est parti en juillet. Ça s'est enchaîné. Avec des enfants? Avec 2 enfants, on a 2 garçons. Deux petits garçons. Alors, d'une certaine manière, c'est une belle consécration, un beau départ au niveau de cette Aliyah. La Aliyah, la première année, elle a rempli vos espoirs, vos attentes, vos aspirations. Et c'est beaucoup de changements, c'est difficile, mais on était préparé. Ma femme a préparé beaucoup de choses. C'était encore une fois un projet qu'elle avait depuis très longtemps, donc elle avait préparé beaucoup de choses. Moi aussi, je m'étais un peu préparé, pas autant qu'elle. Mais on s'est préparé. Elle parlait très bien l'hébreu. Donc c'est beaucoup de changements. Mais in fine, aujourd'hui, après 1 an, on a retrouvé beaucoup de choses qu'on avait en France, en fait. On a réussi à retrouver pas mal de que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Moi, j'arrive à jouer au tennis je me suis beaucoup d'amis israéliens dans le tennis. Donc je continue de jouer au tennis. Je fais quelque chose, je travaille dans un domaine qui est le même que celui que j'avais en France. Ma femme est médecin, elle retravaille dans la mer, donc on a réussi à retrouver beaucoup de choses qu'on avait en France, donc c'est quand même une grande chance et c'est une belle réussite. Après, le plus difficile aussi, c'est la famille. Ils sont pas là, donc il nous manque un petit peu, mais bon, ils arrivent à venir tous les 2-3 mois, donc ça nous apporte un peu de joie. Les enfants sont très heureux de les voir. Alors, et lorsque vous frappez pas la balle, qu'est-ce que vous faites en termes professionnels? Alors, je fais de la finance. Je travaille chez EDF Israël. Ah, chez EDF Israël, très bien. Alors, on revient au Maccabiades. Alors, je ne sais pas si vous y attendiez à cette victoire. C'est probablement, c'était on va dire, en toile de fond d'une certaine manière. Mais l'atmosphère des Maccabiades, je suppose que c'est la première fois que vous étiez en compétition dans le cadre des Maccabiades, n'est-ce pas? C'était pas la première fois. Ah. Je les ai faites. C'était les 3e Maccabiades pour moi. Ah, d'accord. Je les ai faites il y a 17 ans et il y a 21 ans. Donc j'étais très jeune et j'ai toujours eu envie de les gagner. Là, ça a toujours été un objectif, même si c'est pas compétition, le niveau il n'y a pas une très grosse compétition en dehors de la finale d'hier. C'est vrai que les matchs précédents n'étaient pas très très difficiles, mais c'est toujours un but de gagner les Maccabiades pour la médaille, pour le prestige, et jouer devant ma famille, c'était super important, et donc je suis super heureux d'avoir gagné hier. Et l'atmosphère qui règne dans l'équipe des Olim de France en particulier? C'est génial. En vrai, moi j'avais joué pour la France les 2 premières fois, oui. Et là j'ai eu de la chance de rencontrer David Cohen au travail, qui était aussi dans la délégation, et qui m'a dit viens avec l'équipe des Olim. Et donc super, il y a une super ambiance, et ça fait toujours plaisir de voir un groupe qui gagne. Et là, il y a eu beaucoup de succès. Oui, effectivement, beaucoup de succès. Bien, on vous souhaite un grand Mazal Tov. On vous félicite pour cette belle prestation, cette belle médaille d'or dans le tournoi donc de tennis des plus de 35 ans. Et on vous souhaite bonne continuation, peut-être à d'autres Maccabiades. Vous êtes encore jeune, vous avez l'occasion de participer à d'autres Maccabiades, on en est certain. Merci beaucoup, David Ayoun, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Encore une fois, Mazal Tov. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Avec notre ami Michael Kandel. Kiki, bonjour, Boker Tov.
Bonjour Daniel. Alors, les Maccabiades, on va peut-être verser une petite larme, se terminent. Les compétitions sont terminées depuis dimanche soir. Hier, c'était une journée donc, on va dire de cohésion de tous les sportifs qui se sont rendus en particulier à Jérusalem. Et la cérémonie de clôture, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, si je ne m'abuse, c'est cela ? Alors donc la cérémonie de clôture était donc hier soir, après la journée de Jérusalem, au Ganei Taroucha, où tous les sportifs du monde entier se sont rencontrés et où il y a une projection de films. Voilà, et après, il y a eu une petite fête pour que... moi, je suis pas resté, bien sûr, à cause des 3 semaines, mais enfin, j'ai été au début pour la cohésion. Et voilà, c'était vraiment très important, quoi. Alors, c'est très important. C'est vrai qu'il faut souligner aussi que le Maccabi... le mouvement Maccabi, c'est le sport, mais c'est pas que le sport, c'est un mouvement sioniste aussi qui est très impliqué, on va dire en particulier au sein des instances sionistes, il fallait le souligner, et qu'il y a une volonté à travers les Maccabiades aussi de susciter, on va dire, un intérêt pour l'État d'Israël. On espère bien entendu qu'une partie de ces sportifs juifs du monde entier qui sont venus, eh bien, suivront l'exemple des sportifs de la délégation des Olympiques de France, qui sont eux montés en Israël et qui vivent ici en Israël. Alors, ça nous amène directement donc à une conclusion de votre part concernant cette délégation des Olympiques de France. On a interviewé une partie des médaillés. On n'a pas eu le temps d'interviewer tous les médaillés parce qu'il y en avait tellement, et c'est tellement inattendu, une tellement belle prestation qu'on ne s'y attendait pas. On aurait dû peut-être consacrer plusieurs émissions à ces médaillés, mais on va certainement le faire avec Kadita et avec nos confrères Olivier et Cathy Choukroun. Alors, votre conclusion à vous, Mickey? Alors, Daniel, d'abord, merci. C'est sûr que la conclusion, d'abord, va aux sportifs médaillés qui ont amené cette équipe sportivement, on va dire, à des fins qu'on s'y attendait pas. Il faut savoir que toutes ces équipes, elles ont été dirigées par des gens, par des capitaines d'équipe que je veux aujourd'hui remercier. Je veux donc remercier d'abord, surtout je ne me rappellerai jamais assez cette équipe qui était au nom de Eliav Abitbol, l'équipe générale de France, mais tous les sports qui ont parrainé d'autres soldats et des sportifs qui ont parrainé d'autres soldats. La liste était très importante. 44 noms ont été parrainés par ces soldats. Et donc, je voudrais d'abord remercier les capitaines des équipes, Adrien Vieville pour la course, Laurent Ishaï pour le triathlon, Joël Burstin pour le tennis, David Cohen pour le pickleball, Benjamin Veil pour la natation, Itzik Kaish pour le projet paralympique qui a été soutenu par le projet Sivan Veil qui soutient le sport paralympique en Israël, au padel Fabrice Alphon, en tennis de table Cyril Simon, haltérophilie Aaron Lévy, en escrime Boris Janisek, en basket 3-3 l'équipe était emmenée par Joël Bloch et le rabbin Ethan Fison, et en foot 45+, Michael Tayeb, en foot 55+, Michael Haïk, en foot junior U19, David Waki, le fabuleux madrid du lycée français de Yéminord, en futsal 35+, David Oyon, et le futsal open de mon ami David Ishaï. Je voulais aussi remercier tous les journalistes et toute la technique du groupe Kalita et des groupes et des organismes de presse de Mark Eisenberg qui ont soutenu ce projet. Je voulais également remercier mon ami Roger, dont je ne dirai pas le nom de famille parce que ça lui plaira pas, mais qui lui aussi a soutenu ce projet. Je le remercie. Et je remercie également Kalita, la direction de Kalita, mon frère Ariel qui a soutenu ce projet, et donc Mark Eisenberg aussi qui a décidé également le soutien de ce projet. Et pour la fin, je garde la fin pour ma femme qui pendant ces 2-3 derniers mois a beaucoup entendu le mot Maccabi à la maison, que ce soit, et même quand on était en vacances. Voilà, et donc j'espère qu'elle l'a toujours pris avec le sourire, et vraiment je la remercie aussi. Voilà pour cette conclusion. Votre épouse, qui on peut le révéler aujourd'hui, c'est Ariane Kandel, si on ne l'avait pas encore compris depuis le début des Maccabiades, et qui est donc une sorte de record woman du nombre de médailles, puisqu'elle a même passé, comme vous nous l'avez annoncé, Esther Roth-Shachamorov, qui était une des plus belles athlètes du sport israélien, qui a participé aux Jeux Olympiques de Munich et de Montréal. Merci beaucoup, Michael Kandel, d'avoir été avec nous, d'avoir été fidèle au poste pendant toute la durée de ces Maccabiades et pour toutes ces belles prestations. J'espère qu'on écrira une belle conclusion, un bel article qui résumera, on va dire, les prestations de tous ces sportifs Olympiques de France. Ils l'ont bien mérité. 17 médailles d'or, le reste, dites-nous encore pour les médailles d'argent et les médailles de bronze.
Alors, on est à 17 médailles d'or. Le tableau, voilà. Voilà, 7 médailles de bronze, 7 médailles d'argent et 8 médailles de bronze, 32 médailles au total. C'est fantastique, c'est inespéré, mais c'est extrêmement bien. Bravo à tous les Olympiques de France qui ont concouru, même à ceux qui n'ont pas eu de médaille. Ils ont bien mérité nos félicitations en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michael Kandel. Bonne continuation et peut-être aux prochaines Maccabiades dans 4 ans. Merci Daniel. Toda Rabba. À bientôt. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on le voit, l'activité parlementaire est très intense. Il faut supposer qu'au cours des prochaines nuits, eh bien, les parlementaires, les députés de la Knesset vont passer des nuits blanches à voter, on va dire, les derniers projets de loi qui ne sont pas négligeables, qui sont importants. On a le sentiment que la Knesset n'a quasiment rien fait pendant 4 ans et que là, elle est en train de tenter de faire voter un maximum de lois avant d'être dissoute vendredi. Alors d'abord, la loi sur la loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah, elle a été votée la nuit dernière en seconde et troisième lecture avec une majorité absolue, on va dire, de députés de la Knesset. La question que je voudrais vous poser d'abord, c'est est-ce que vous pensez que cette loi peut passer, on va dire, l'examen de la Cour suprême ou elle risque d'être bloquée au niveau de la Cour suprême ? Une loi fondamentale, à savoir une loi de valeur constitutionnelle, et normalement, la Cour suprême n'invalide pas de loi de valeur constitutionnelle puisqu'elle est elle-même chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc il y a une difficulté juridique. Mais si cette difficulté est écartée, je pense qu'elle censurera cette loi. Mais au-delà des aspects techniques, il faut bien voir pourquoi une telle loi. À la limite, ça ne sert à rien de dire que l'étude de la Torah est une valeur centrale. Tous les juifs le savent. Non, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de la loi, il y a des clauses qui mettent, par exemple, sur le même piédestal les réservistes et leur statut, enfin, on va dire les avantages dont ils puissent bénéficier. C'était les premières versions. Voilà. Mais la dernière version, c'est simplement, ça tient en une phrase que je cite de mémoire, l'étude de la Torah est une valeur centrale pour le peuple juif et l'État d'Israël, quelque chose comme ça. Bon, c'est une évidence. En fait, ce qu'a voulu dire la Knesset, c'est que sur la base de cette loi constitutionnelle, pourront être votées d'autres lois qui exempteront les ultra-orthodoxes ad vitam aeternam du service militaire et on pourrait leur accorder encore d'autres droits. Moi, je crois que la Knesset a fait une faute morale et politique. Elle a proclamé son souci de maintenir l'inégalité entre les ultra-orthodoxes et le reste de la population. Le reste de la population, c'est-à-dire quand même plus de 80% des Israéliens, ne veulent pas de cette inégalité. Et je crois que là, la Knesset et la majorité, la coalition, a vraiment faute. Alors vous avez le sentiment que cette loi, elle peut affecter le Likoud en particulier, le fait que Binyamin Netanyahou était absent hier lors du vote. Le fait qu'il se soit absenté, ça n'est pas innocent. Ce n'est pas pour aller boire un verre à la cafétéria de la Knesset. C'est parce qu'il sait très bien qu'une partie des électeurs du Likoud, et même sans doute la majorité, puisque la majorité des électeurs du Likoud font le service militaire et leurs enfants aussi, désapprouvent totalement sa politique vis-à-vis des ultra-orthodoxes, et donc il a préféré prendre cette précaution. Cela dit, on sait très bien qu'il est derrière. Donc je crois que c'est parce qu'il était obligé par ses alliés qu'il a fait voter cette loi, mais c'est très bien que non seulement ça ne lui rapportera pas électoralement, mais ça risque de lui coûter électoralement. Alors justement, il y a une seconde loi qui doit être votée très rapidement, en tout cas au moins selon l'ultimatum lancé par les partis orthodoxes. Il s'agit de la loi, on va dire, qui gèle, on va dire, toute procédure d'arrestation de réfractaires au service militaire dans le monde orthodoxe. Cette loi, elle a suscité une démarche qui est assez inhabituelle, rarissime même, on va dire, de la part du chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, qui a écrit une lettre au Premier ministre en lui disant « c'est pas possible, nous ne pouvons pas à la fois d'un côté mobiliser sans cesse les mêmes réservistes pour défendre les frontières et de l'autre côté cautionner une dispense de service militaire à travers ce projet de loi. Il a bien fait, le chef d'état-major, de taper du poing. Il a bien fait, c'est son rôle. C'est de mettre en garde les pouvoirs publics
contre les dispositions qui peuvent nuire à la sécurité du pays. Il ne s'agit pas de nuire à la gauche ou à la droite, ou d'être favorable à la gauche, à la droite ou au centre. Il s'agit de la sécurité du pays. Vous comme moi, nous avons dans notre entourage des jeunes hommes, il y a également quelques jeunes femmes, qui ont fait 100 jours, 200 jours, 300 jours, moi j'en connais un jusqu'à 500 jours. Et cette même personne, elle a dit à ses officiers la semaine dernière, je ne reviendrai pas. Ça suffit. Et derrière ce ça suffit, ce sont tous les réservistes qui pensent que ça suffit, que eux se sacrifient. Et j'emploie ce terme fort à dessein, se sacrifient, alors que d'autres jeunes de leur âge, sont dispensés et en plus bénéficient d'aides financières. C'est absolument insupportable pour ces jeunes, pour leurs parents, pour leurs enfants, parce qu'ils ont souvent des enfants, pour leurs conjoints, de penser qu'ils risquent leur vie et que d'autres sont exemptés de ce risque, et en plus on leur donne des avantages. C'est insupportable. Avant la guerre, c'était ressenti comme quelque chose d'injuste. Aujourd'hui, c'est ressenti comme quelque chose d'insupportable. Et c'est une seconde faute de la Knesset et de la coalition. Alors justement, ou de faire voter cette loi cette nuit. Voilà, et là, il y a aussi... d'une certaine manière, une colère qui vient cette fois de la mouvance sioniste religieuse, qui sert de manière très massive dans la réserve militaire, et qui dit nous ne pouvons pas cautionner cela, et ça risque de se retourner là encore contre Binyamin Netanyahou et contre le Likoud, de telle sorte que on est à 3 mois des élections, hein, on sait que maintenant elles se tiendront le 27 octobre, mais d'un autre côté, on est en train de voir, est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à un effritement du fameux bloc, ce bloc qui a tenu les 5 campagnes électorales de 2019 à 2021, ce bloc qui a tenu 4 années de turbulence depuis le 7 octobre. Est-ce que vous avez le sentiment que ce bloc est en train de s'effriter ? Oui, tout à fait. Et pour une raison très simple. Vous connaissez le proverbe, les situations d'échec sont mauvaises conseillères. Lorsqu'on regarde les sondages, on voit que l'actuelle coalition n'a à peu près aucune chance d'être conduite au pouvoir. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'opposition va gagner, mais il y a une forte chance qu'on ait une période d'instabilité. Et justement, Binyamin Netanyahou, qui n'est pas né de la dernière pluie, et qui est sans doute le politicien le plus expérimenté du pays, dit dans une situation d'incertitude, comme cela risque d'être le cas pendant des mois et des années après les élections, il faut que je puisse reconstituer mon bloc, qui a toujours été celui qu'il a voulu, la droite, l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Et c'est la raison pour laquelle il fait voter ces lois aujourd'hui, même s'il s'absente parfois pour sauver un peu son image de marque. Alors justement au Likoud aussi, on va dire, je dirais que le torchon brûle parce que le Premier ministre a l'intention de présenter, de faire introduire dans la liste électorale du Likoud au moins 8 figures, 8 personnalités de son choix, parmi les 30 ou 32 premières personnalités de la liste électorale du Likoud, ce qui déjà suscite beaucoup de tensions, en particulier de la part des députés qui risquent d'être écartés. Là, vous pensez que c'est légitime de la part de Binyamin Netanyahou, qui dit que d'une certaine manière, s'il a aujourd'hui entre 25 et 30 députés selon les sondages, eh bien, c'est tout de même grâce à sa personnalité, et donc le Likoud vit grâce à son crédit ou à sa popularité à lui. Est-ce que c'est légitime, à votre avis, de la part de Binyamin Netanyahou, d'exiger des réformes, on va dire, dans la présentation de la liste électorale ? Non, mais là aussi, il pense à l'avenir. On sait qu'aujourd'hui, le Likoud a 32 députés, plus 4 qui se sont rajoutés, c'était la dissidence qui donne ça. N'en parlons pas, parce qu'en plus, cette dissidence, elle est en voie de disparition. Il a 32 sortants, et parmi ces sortants, il sait qu'il y en a un certain nombre qui donnent une très mauvaise image du parti. On peut citer les noms, il y a Dodi Amsallem, il y a Tali Gottlieb, il y en a d'autres encore. Et il pense qu'en les éliminant et en mettant des personnalités beaucoup plus consensuelles, beaucoup plus conformes à l'image qu'il voudrait de son parti, il peut rehausser le prestige de son parti. Il a tort ou il a raison ? Il n'arrivera pas à 32 sièges, mais avec ses personnalités, il espère limiter les dégâts. Et là encore, il pense à l'avenir. Il pense à cette situation où il n'y aurait pas ni coalition, ni opposition, mais la situation qui n'est pas imaginaire. On l'a connue entre 2019 et 2021, on l'a connue au prix de 5 élections successives. Il pense que dans cette situation, il faut qu'il ait un parti présentable et qu'il soit prêt à mener le combat pendant des mois et des années. D'autant, ne négligeons pas cet aspect, qu'il y a un aspect
il y a une question personnelle. Binyamin Netanyahou veut se retirer de la vie politique. Il ne le dit pas comme ça, mais tout le montre. Il en avait laissé déjà quelques signes avant 2022. On a aujourd'hui encore d'autres signes. Il y a son état de santé aussi, personne n'en parle, mais il faut bien prendre cela en compte, même si c'est pas très élégant de le faire, et je le reconnais. Mais Binyamin Netanyahou veut se retirer de la vie politique. Mais là, cet avis que vous émettez, Philippe, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas limpide. Hein. C'est-à-dire, on a. Non, c'est pas limpide. On a au contraire le sentiment que. Il va se retirer 3 mois avant. Oui, mais on a. Un homme politique ne dit jamais qu'il va se retirer 3 mois avant. Oui, mais on a le sentiment d'un Binyamin Netanyahou qui est investi d'une mission presque messianique et qui ne se retirera pas qu'à une seule condition, si on le retire. On n'a pas véritablement le sentiment que Netanyahou veut partir. C'est bien la perspective. C'est que le Likoud n'est pas un succès considérable aux prochaines élections et ce serait donc l'occasion pour lui de dire je me retire. Et surtout, il veut présenter un successeur. On sait tous ce qu'il pense à Yossi Cohen. Yossi Cohen fait partie des 8 qu'il voudrait mettre sur la liste. Je ne sais pas si ça se fera parce que Yossi Cohen n'a pas envie d'être simple député, ni même simple chef de l'opposition. Yossi Cohen, il veut être Premier ministre. Donc c'est en cas de succès de l'actuelle coalition qu'il pourrait l'être. C'est assez problématique. Mais Binyamin Netanyahou, il y a un précédent. Quand il a perdu l'élection en 1999, il s'est retiré momentanément parce qu'à l'époque il était jeune. Là, s'il se retire, on sait que ce sera définitif. Binyamin Netanyahou est un homme usé, fatigué, qui sait qu'il ne peut plus donner grand-chose au pays maintenant, dans la situation actuelle. Il veut donc se retirer, mais dans de bonnes conditions, avec un parti en ordre de marche, avec un parti qui ait le plus de sièges possible, et avec un successeur qu'il aimerait choisir. Mais on en avait parlé une fois à votre micro. En général, les hommes politiques n'arrivent pas à placer leur successeur pour tout un tas de raisons qui parfois leur échappent à eux-mêmes. Donc, en fait, Binyamin Netanyahou est en train de préparer un avenir qu'il imagine beaucoup moins resplendissant. C'est pas lui. En 2022. Vous dites pas, comme le disait le général de Gaulle, après moi le déluge. C'est-à-dire, vous avez vraiment ce sentiment non, justement, c'est pas après moi le déluge. C'est après moi le Likoud vivra, et après moi surtout l'idéologie qui est la mienne, celle du camp national, comme il dit, celle qui est l'idéologie de son père, de sa famille personnelle et de sa famille politique depuis toujours, à savoir l'idéologie du Grand Israël. Elle vivra après moi. C'est un petit peu ça. Alors une dernière question, on va dire un mot sur l'opposition. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que justement les partis politiques qui sont de fins, on va dire les dirigeants des partis politiques orthodoxes qui sont en général aussi de fins politiciens remarquent qu'on est sur la fin du règne de Binyamin Netanyahou et qu'ils sont prêts aujourd'hui à choisir une autre alternative en la personne de Gadi Eisenkot? C'est possible que les partis orthodoxes puissent siéger dans un gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot avec la présence de... Pas les partis, mais une partie de l'électorat ultra-orthodoxe. En particulier, une partie de l'électorat de Chasse, où il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, ou qui le sont beaucoup moins que les hommes en noir. Ils pourront choisir, esprit tranquille, Gadi Eisenkot, parce qu'ils ont été autorisés en quelque sorte par leur autorité morale, qui est le Rav David Yosef, l'ancien grand rabbin Sfarad d'Israël, le fils du Rav Ovadia Yosef, qui a donné en quelque sorte sa caution pour cette petite trahison politique. Le Rav David Yosef est un fin politique. Oui, le Rav David Yosef, c'est un leader spirituel, c'est pas tout à fait un leader politique. Le leader politique, ça reste Aryeh Deri. Or, Aryeh Deri, la politique aussi. Hein. Oui, non, d'accord. Mais Aryeh Deri, le leader politique, lui, semblait avoir résolument compris, on va dire, les changements qui étaient intervenus depuis l'époque où lui-même était ministre pendant pendant, on va dire, les accords d'Oslo. Et qu'aujourd'hui, on va dire, l'électorat de Chasse, c'est un électorat de droite. Oui, c'est vrai, mais vous savez, Gadi Eisenkot est en train de prendre des voix à la droite aussi. Donc c'est un petit peu ce qui se dessine vers le 27 octobre, à savoir que Gadi Eisenkot élargira son électorat. Aujourd'hui, c'est un électorat qui venait de son camp, le camp de l'opposition, mais les sondeurs le disent, ils sentent un frémissement, et Gadi Eisenkot favorise ce frémissement. Il a fait depuis plusieurs semaines une tournée dans les villes de la périphérie où tous les maires sont Likoud, et il sent bien qu'il y a une partie de l'électorat qui se tourne vers lui pour 2 raisons. La première, c'est qu'il vient de ce monde. Il vient d'une famille d'immigrés marocains, une famille pauvre, qui était elle aussi
dans les villes de développement. Et secondement, parce que dans cet électorat pauvre, il y a aussi de la déception vis-à-vis du gouvernement de Benyamin Netanyahou. N'oublions pas également que les villes du Sud ont été très touchées par le 7 octobre. À Dimona et à Ofakim, ils n'auront pas forcément un bon souvenir de la coalition actuelle. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ces démarches. Pour l'instant, on va dire au sein de la Knesset en particulier, qui termine son mandat dans quelques jours, mais également dans l'ensemble de l'échiquier politique israélien qui est en pleine effervescence, en pleine turbulence. Les choses vont devoir se décanter. On est d'accord sur un point. Tout sera déterminé à la veille de la présentation des listes électorales, n'est-ce pas? C'est un peu cela que... Normalement, oui, normalement. Donc 45 jours avant le 27 octobre, ça nous met un petit peu avant les fêtes, ça nous met début septembre. On y verra beaucoup plus clair sur la carte électorale et on pourra faire des prévisions beaucoup plus précises. Mais pour l'instant, il est évident que les partis sont en train de se positionner, de mettre au point leur liste, de mettre au point leur discours. Ça n'est pas la moindre tâche et on y verra plus clair au fil des mois de l'été. Et puis, bien évidemment, début septembre, les choses seront faites et ensuite, il y aura la campagne électorale qui sera très brève parce que les fêtes se terminent le 2 octobre et on vote le 27 octobre. Il y aura 3 semaines de campagne, c'est tout. Voilà. Eh bien, on aura l'occasion de se reparler. Merci, avec votre permission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à avoir. Et à bon 14 juillet à nos auditeurs français. Merci beaucoup, Philippe Velilia, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt.